Bonsoir, Ça va? ça va, merci et toi? Ok, bien, bien, bien. Tu es bien habillé. Merci. J'aime bien la croix et tout. Merci, c'est gentil. Ok. Bon, c'est qui chez Liane? Eh bien, chez Liane, c'est une Martiniquaise. Donc, moi, je viens de la Martinique. Euh, j'ai grandi, alors pas si longtemps que ça, mais j'ai grandi, on va dire, 2 à 3 ans dans un quartier qu'on appelle Trénel-Citron. Donc, c'est la résidence de mes grands-parents, en fait, où on a grandi avec une bonne partie de ma famille, qui aujourd'hui dit quartier prioritaire de la ville, mais qui est un quartier qui au départ avait beaucoup de liens sociaux. C'est un quartier où les gens se connaissent et en fait c'est un quartier aussi qui est là depuis un certain moment, c'est-à-dire qu'il a une histoire à travers les gens qui y vivent, des gens qui ont passé du temps au sein de ce quartier, avec toutes les animations qui s'y faisaient et qui lui donnaient vie en fait. Et moi, c'est un peu dans ça que j'ai grandi, qui m'a permis aussi d'être attachée à ce quartier, de l'aimer tel qu'il est, malgré les petites problématiques, enfin les problématiques qu'il rencontre. Hein. Ça peut être sur notamment la condition de l'habitat ou des questions de perte de lien social, etc. Du vieillissement de la population, enfin un peu les problématiques qui touchent la plupart des quartiers prioritaires. Hein. Donc j'ai grandi là. Ensuite, j'ai été vivre avec mon père. J'ai passé mon cursus scolaire donc en Martinique. Ce qui fait qu'après, j'ai fait une licence en sciences politiques parce que j'étais très intéressée par l'histoire-géographie. Et donc, je me suis dirigée vers la science politique, qui pour moi était une discipline intéressante parce que je pouvais vraiment parler de tout et apprendre de tout, en fait. Parce que moi, j'aimais ça, j'aimais apprendre. Et puis, en sciences politiques, un jour, le prof, il nous a dit faites-moi un projet outre-mer sur une des problématiques qu'il y a au sein des Antilles. Ça peut être en Guadeloupe, en Martinique, voilà. Et faites-en un projet avec une déclinaison de politique publique qui pourrait être des solutions auxquelles on pourrait répondre à ces différentes problématiques qui touchent les Antilles. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas reparler de mon quartier, en fait, à Trénel, et qui serait intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes qui y vivent, qui, en fait, ont un passé énorme, quoi, Un au sein passé de ces énorme. quartiers. On y reviendra. Ah Ça, d'accord, j'en ai trop dit. on y reviendra parce que ça se voit, tu vois, on voit vraiment la passion. Mais avant de parler vraiment du caractère et tout, Mm. comment tu te définis en tant que personne? Ah, comment je me définis? Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt dynamique, de persévérante, Mhm. un peu égoïste des fois, parce Oui. qu'on a tous des défauts, hein, on va dire que les Ouais, bien qualités, sûr, bien sûr. mais surtout qu'il y a beaucoup de courage. Ok. Beaucoup de courage dans le sens où, voilà, j'ai jamais eu peur de tenter les choses, d'y aller et d'affronter, en fait, d'affronter certaines choses qui parfois disent que voilà, on ne peut pas le faire, on ne pourrait pas réussir. Pourquoi? Parce qu'on est jeune, ou parce qu'on vient des Antilles, ou parce qu'on est noir, etc. Mhm. Et moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas casser ça, en fait? Et je Mhm. pense que c'est ce qui fait partie de moi, cette détermination de vouloir faire, de vouloir essayer. Et quitte à échouer, en fait, au moins, j'aurais essayé. Et comment tu fais pour avoir tout ce courage-là? D'où il vient? Et même si tu n'étais pas courageuse avant, Mm. comment tu as fait pour le construire? Mais en fait, avant, quand j'avais 14 ans, je m'étais inscrite dans un club d'athlétisme et j'ai fait 5 ans d'athlétisme. Waouh! Et en fait, j'ai été athlète et je m'entraînais avec mon entraîneur qui s'appelle Monsieur Nestoré et qui aujourd'hui a déjà un certain âge, mais qui continue d'entraîner encore des jeunes athlètes. Et en fait, il y a des moments où on s'entraînait avec des jeunes. Et puis, il y avait des moments où il y a eu une période où on se retrouvait seul. Et en fait, je m'entraînais qu'avec lui. En fait, il n'entraînait que moi. Et en fait, je me rappelle qu'il me disait toujours, lorsque je débutais mes compétitions, en fait, à un moment donné, j'étais face à des jeunes filles qui avaient déjà un certain passé dans l'athlétisme, dans le monde du sport. Et des fois, quand tu perds une course ou quand tu perds une épreuve ou que tu vois que tu t'entraînes tous les jours, tous les soirs, je m'entraînais 5 fois par semaine. C'est-à-dire qu'après les cours, c'était 17h, on finit les cours et hop, on va sur le stade s'entraîner, quoi.
Et je lui disais, mais je comprends pas, je fais que bosser, je m'entraîne, etc. Même des fois, je rentre le soir et tout, je révise mes cours et tout. Enfin, vraiment, je me sacrifie quoi, pour obtenir des résultats dans le sport, quoi, parce que j'aimais vraiment ça. Et un jour, il m'a sorti une phrase qui disait, et qui est restée jusqu'ici, en fait, les obstacles de la vie, c'est comme les haies. Il faut les franchir. Il ne faut pas passer à côté, en fait. Il faut y aller. Et même si c'est dur, il ne faut pas abandonner. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après. Et en fait, c'est cette phrase et c'est toute cette motivation que cet entraîneur m'a transmise et m'a donnée aussi. Et le fait aussi, à travers le sport, de ne pas toujours y arriver et de voir qu'il y a des moments, une année sur l'autre, tu te rends compte que en fait, tout l'entraînement que tu as fait ou que tu as passé, en fait, ça paie parce qu'il y a des résultats et il y a en fait tout ce que tu as voulu avoir, c'est en train de se présenter aujourd'hui, tu vois. Tu peux passer, moi je me rappelle, je faisais du sprint et du saut en longueur. En saut en longueur, j'étais nulle. Il me disait ça, il me disait, mais t'es nulle, Gélia, nulle. Mais il me disait ça pour me taquiner, mais en fait, il voyait le potentiel quand même, sans m'envoyer des fleurs, mais voilà, au saut en longueur, je donne un exemple, tu peux passer de 3 mètres à 5 mètres et sauter 5 mètres dans une certaine catégorie, c'est très intéressant. Et en fait, c'est ce parcours sportif qui m'a permis de trouver cette motivation pour tout dans la vie. Et ça se suit dans le monde professionnel et dans les études, en fait. Quand on est sportif, on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller, on veut obtenir du résultat, on veut réussir et on se dit que la seule limite, la seule chose qui peut t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, c'est toi, c'est pas les autres. D'où est venue également cette empathie-là, cet amour que tu as de ton quartier? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi tu parles très bien de ce quartier? Qu'est-ce que tu as vécu dans ce quartier qui t'a vraiment plu, quoi? J'ai envie de dire que le fait de grandir dans un endroit où en fait tu as été heureux avec ta famille et que tu as vécu des moments qui te marquent en fait. Parce que moi je me rappelle des animations qu'il y avait au sein du quartier. Par exemple, en fait, c'est un quartier qui s'appelle Trénel et Citron, parce qu'en fait, ce sont deux quartiers différents, mais qui sont reliés en fait. Et à Citron notamment, il y avait des événements, des spectacles de danse et tout, et c'était super à aller voir. Bon, maintenant, ça se fait de moins en moins. Mais c'est des événements comme ça qui, en fait, qui restent marqués, qui restent gravés. Et puis surtout, c'est un quartier où j'ai grandi avec ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, ma mère. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, je passais beaucoup de temps avec elle. On échangeait sur son passé, sur sa vie quand elle était jeune. Et puis, il y avait un mode de vie aussi qui s'instituait, c'est-à-dire que le matin, je me réveillais, c'était les petits dessins animés avec le petit déjeuner et tout. Je venais m'asseoir à la table et tout. Elle m'avait déjà préparé mon petit chocolat que je buvais. Après, à 16 heures, c'était l'heure du goûter, c'était du pain et de la confiture. Des fois, on allait à la boutique. Et même, en fait, la dame qui gère la boutique, ma grand-mère la connaît, donc il y a une très belle socialisation au sein de ce quartier. Et des fois, on allait à la boutique. Mamie, elle disait toujours tiens, 2 euros, va m'acheter un morceau de pain aussi. Et prends aussi, s'il reste, tiens, de la monnaie pour t'acheter un floup ou une glace coco et tout. Et on allait prendre notre goûter, puis on revenait. Enfin, c'était comme ça, en fait. C'était un mode de vie qui s'instituait et qui est resté ancré et qui fait plaisir. Donc, moi, j'en ai de très bons souvenirs. Ok, et c'était comment donc avec les voisins? Comment ils ont participé à ton éducation aussi? Tu avais une certaine autonomie dans un quartier qui pouvait sembler être un peu priorité, c'est ça? Ou il n'était pas encore? Mais en fait, il n'était Trenel, en fait, on parle de quartier prioritaire de la ville parce qu'en fait, c'est en fonction de la condition. C'est-à-dire que lorsqu'on classe un quartier QPV, Mhm, ça, je pense que vous allez pouvoir le trouver dans tous les fichiers, c'est parce qu'il y a des critères, il y a certains critères. On regarde le revenu des personnes qui y résident, mhm, on regarde le taux de chômage dans ce quartier, on mhm, regarde les dynamiques de lien social. Enfin, en fait, il y a tout un diagnostic qui est fait dans ces quartiers. mhm. Et si dans ce diagnostic, on se rend compte que ça répond justement à ces critères qui décrivent un quartier qu'on peut classer prioritaire de la ville, il fait partie justement des quartiers sur lesquels il faut porter une attention plus particulière comparé à d'autres quartiers qui ont un niveau de vie, que ce soit social ou économique, qui n'est pas pareil. C'est Mhm. pour ça aussi qu'on parle d'inégalité entre les territoires. Par exemple, à Val-de-Gour, c'est un QPV. Mhm. Il y a des quartiers, ce quartier Val-de-Gour, si on le compare à un autre territoire sur Nîmes, on peut voir les comparaisons et se dire pourquoi il y en a un qui n'est pas classé QPV alors que Val-de-Gour, oui. C'est parce qu'il y a des critères en fait. Ok.
Et pour revenir sur la question des voisins, Mhm. euh, en fait, avec les voisins, il y avait des voisins il y a des voisins qui habitent juste à côté de chez nous, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Et en fait, il y avait un lien de connaissance parce que eux aussi, ils sont là depuis longtemps. Et en fait, comme j'ai dit, c'est un quartier qui est vieillissant, c'est-à-dire qu'on va souvent y retrouver des personnes âgées. Après, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si la donne a changé depuis, mais en tout cas, dans ce quartier, c'est nos grands-parents qui ont vécu. Ma grand-mère, d'ailleurs, elle y est toujours, enfin, elle habite toujours dans sa maison, avec son fils, d'ailleurs, qui habite juste en face. Mais le rapport aux voisins, en fait, il est... alors moi, j'ai pas eu d'interaction directe avec tous les voisins du quartier de Trenel, Citron. Mais moi, je sais qu'il y avait des voisins qui habitaient juste à côté de chez mamie. Et en fait, qu'on connaissait très bien. C'est-à-dire que, voilà, moi, je connaissais un peu les enfants qui étaient à côté. Je connaissais le grand-père qui était à côté, les enfants et tout. Et puis la boutique, enfin pour revenir sur la boutique, c'est une boutique du quartier, quoi. Donc ça crée des liens entre cette personne qui gère cette boutique et les personnes du quartier, et à travers les différents achats qu'on y fait, quoi. Ok. Mais ça devient après une habitude, et puis on s'entend bien parce qu'on se connaît. Il y avait des liens qui se sont créés dans votre quartier qui Oui, c'est étaient tout à ça, fait naturels, c'est-à-dire... c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a un mode d'organisation qui existe dans un lieu sans toutefois toujours avoir une action institutionnelle qui vient instaurer ce Oui, bien lien. sûr. Exactement. Est-ce que tu as participé à des actions quand tu étais petite? Est-ce que tu dansais? Est-ce que tu faisais des trucs dans le quartier? Non, 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 Non. pas jusque-là. Par contre, je sais que, si je ne me trompe pas, alors il y avait mes cousines et mes sœurs qui faisaient partie d'un groupe de danse à l'époque, quand elles étaient plus jeunes. Et elles faisaient des prestations de danse. Donc, quand il y avait ces spectacles, parce qu'à l'époque, par contre, ça, c'était à Terre-Saint-Ville. Mhm. Je me rappelle plus, hein, mais à Terre-Saint-Ville, c'est un autre quartier, mais qui est pas loin de Trenel et Citron. En fait, c'est un peu dans la même zone, hein. Et en fait, à l'époque, il y avait un podium où il y avait des spectacles de danse et on faisait les jeunes qu'on étaient gamins, qui avaient peut-être, je crois qu'elles avaient entre 10 et 12 ans à l'époque. Et elle dansait, en fait. Et elle faisait partie de ces groupes de danse. Mhm. On appelait ça groupe de danse. Et dedans, il y avait mes sœurs, mes cousines qui étaient dedans et qui faisaient partie de ces spectacles d'animation. Maintenant, ça se fait plus, mais Ouais, et ça animait bien le quartier. exactement. Et là, maintenant, on repart, on a brossé un peu ta petite enfance. J'aimerais maintenant qu'on revienne à la période universitaire. Tu demandes un jour un projet Mhm. de classe et tout. Et puis tu dis, OK, j'ai un projet, j'ai un truc qui me porte à cœur, qui me tient à cœur, et c'est mon quartier. Mhm. Et qu'est-ce que tu as dit? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai présenté donc Trenel tel qu'il est, en fait, pour dire, sous sa forme, pour dire, ben voilà, on est sur un quartier qui a des dynamiques de lien social, les gens se connaissent depuis longtemps. Enfin, voilà, c'est quand même pas un quartier si mort que ça, quoi. Il y a quand même des choses, moi qui ai vécu, je sais qu'il existe des dynamiques de lien social importants et qui quand même sont différents de certains endroits où on pourrait aller, quoi. Mhm. Et en fait, moi, j'ai mis le doigt sur le fait que on est sur des quartiers qui, quand même, où la plupart des habitats n'ont pas l'air d'être si solides que ça, quoi. Moi, je me posais la question, je me disais, mais en fait, les Antilles, ce sont quand même des îles qui sont très touchées par tout ce qui est cyclone, événements, je ne sais pas comment on dit ça encore, pas Météorologie. climatiques, mais voilà, enfin, des événements de ce type Oui. qui sont quand même graves. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut nous arriver si un jour il nous arrive ce qui est arrivé à Mayotte, par exemple? Oui. Mayotte, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un parfait exemple de qu'il faut à un moment donné se concentrer sur ces questions-là, se dire qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui vivent dans des habitats qui souvent ne sont pas forcément si solides que ça, quoi. Mhm. Dans des quartiers où il y a des maisons qui sont un peu les unes sur les autres. Voilà, enfin, il y a toutes ces questions-là et qu'il faut porter une attention sur ça avant que quelque chose nous passe dessus, un tremblement de terre, et au final, on n'a que nos yeux pour pleurer et dire c'est dommage, qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes-là après? Sauf qu'après, c'est trop tard. Avant, c'est mieux. Et je me suis dit, pourquoi pas penser à ça et se dire, concentrons-nous sur ça, peut-être réaménager le territoire et peut-être solidifier plus ces habitats, ou encore, et encore,
c'est beaucoup de questions parce qu'il faut aussi être en capacité de rentrer en contact avec les personnes qui vivent dans ces logements. Il y a moi, je sais que on me disait toujours que la maison où ma mamie réside, elle a été aussi en partie construite par elle et mon grand-père, si je ne me trompe pas. Et en fait, je me dis que si on est dans des dynamiques où il y a des personnes qui ont aussi contribué à la construction de ces maisons, enfin, qui y ont vécu un certain temps, il y a un certain attachement à ces maisons. Donc, venir là et dire aux gens, ben, attendez, on va tout déconstruire pour reconstruire parce que c'est pas très solide tout ça, ben, c'est un peu compliqué. Donc, il faut voir aussi l'approche. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre en jeu et de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes-là face à des événements qui peuvent être graves, quoi. Et j'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, bah bon, écoute, de toute façon, à mon échelle, en tant qu'étudiante, je peux pas mener un diagnostic hyper Pointilleux. urbanistique et Ouais. tout, pointilleux pour savoir vraiment concrètement qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les problématiques. Cependant, je peux m'appuyer sur mon expérience et aussi sur une présentation qui a été faite quand même du quartier que je connais un peu plutôt bien et dire voilà, bah, il serait intéressant de faire ça déjà pour les logements. Il serait intéressant aussi de recréer du lien social, c'est-à-dire bah, voilà, tout ce qu'il y avait avant et qui se fait de moins en moins, comment on peut récupérer ça, et notamment ce que font les associations. Les associations, ben, ce sont aussi des acteurs qui viennent redonner du dynamisme, du lien social dans des quartiers comme ça. Et comment on redonne envie aux gens de revenir aussi habiter dans ces quartiers-là aussi. En fait, il y a plein de problématiques. Il y a des collèges et des écoles qui ne sont plus, enfin plutôt des écoles qui ne sont plus des écoles aujourd'hui et qui sont. Moi, je pense, je sais qu'à Citron, il y a une école, enfin il y avait une école qui n'est plus une école, Qui n'est plus une école, qui quoi. n'est plus. Ouais. Et en fait, c'est toutes ces questions-là, c'est-à-dire il y a des choses qui meurent, le lien social, l'animation, etc. Et du fait que, ben, au fur et à mesure, les gens, soit ils partent, soit ils n'ont pas envie de venir vivre ici, parce que, ben, il n'y a plus de dynamisme. Et ces questions-là, il faut aussi s'intéresser à ça. Pourquoi aujourd'hui, dans des quartiers qui étaient quand même assez vivants, pourquoi aujourd'hui ce n'est plus la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que ce serait intéressant de se questionner sur ça et peut-être mettre des solutions là-dessus. Comment tu as fait maintenant? Comment ça, c'est ton arrivée en France? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes principales attentes que tu avais? Ben, en fait, avant même de parler de l'arrivée en France, je dirais qu'à l'issue de ce projet Outre-mer, donc, qui était un exercice, euh, j'ai fait un stage après. Enfin, mon Ok, prof, il m'a dit, vous savez que vous faites de la politique de la ville sans le savoir. Et je savais même pas que ça existait, la politique de la ville. ok. Et donc, je vais faire un stage avec le Centre de ressources politiques de la ville, donc en Martinique, une association qui s'appelle Ville Caraïbes. Et donc, j'ai fait mon stage dans cette structure. J'ai eu un super tuteur qui m'a vraiment, avec qui j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur ces dynamiques-là. Et j'ai eu l'occasion de participer au conseil citoyen qu'il y avait dans les quartiers prioritaires de la ville en Martinique, en fait, surtout sur la ville de Fort-de-France. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, mais en fait, voilà, effectivement, ce que moi, en fait, ce sur quoi je me questionnais, finalement, je me rends compte qu'à travers la parole de certaines personnes qui participent à ces conseils citoyens, en fait, des résidents du quartier, il y a des réalités. Et ces réalités-là, qu'est-ce qu'on en fait? Mm. Et je me suis dit, ben, en fait, ce serait intéressant de continuer sur cette voie. Et ben, finalement, je me suis dit, ben, hop, je vais postuler sur mon master. Et j'avais posé une candidature dans plusieurs masters donc, qui étaient liés soit à la science politique ou aux politiques sociales. Et finalement, j'ai été retenue à Avignon. Parce qu'il faut aussi le dire ça quand même, que sur mon master, c'est pas toujours évident d'obtenir une réponse de là où on veut aller. Parce qu'au départ, moi, je voulais aller à Montpellier tout de suite. Il y avait un master qui s'appelait IDS, donc Intervention et Développement Social. Je voulais à tout prix y aller, mais c'est vrai qu'il y a tous ces enjeux de place, et puis il y a les résultats, des notes qu'on compare, etc., avec toute la France. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Finalement, j'ai été retenue à Avignon. Et puis finalement, bah, j'y ai fait ma première année de master où bah, j'ai rencontré Daniel Hérault, qui nous faisait son intervention sur la politique de la ville, Ok. que j'ai trouvé intéressante. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas aller faire mon stage avec lui, puisqu'apparemment, dans le Gard, ils sont très branchés politique de la ville. Ok, ok, ok. On y reviendra. Mhm. Chez Liane, jeune fille, tu viens d'arriver en France. Est-ce que
tu n'as pas rencontré des moments de solitude, des moments de doute? Mm. Et est-ce que tu n'étais pas aussi triste vu que tu n'avais pas de repères? La France métropolitaine, ça change vraiment des Antilles. Oui, ouais. Tout change, quoi. Comment tu as fait pour te réadapter et comment tu as fait également pour avoir les pieds sur terre? Et en fait, ça a été très difficile le passage Martinique-Avignon. Oui. Et surtout que j'avais jamais été en France avant, donc c'était la première fois. Mhm. Et je me suis dit, ben écoute, vas-y, fais-le. Et tu verras après. De toute façon, tu as besoin d'expérience professionnelle, tu as besoin d'apprendre des trucs sur des enjeux qui t'intéressent. Si tu peux si tu peux apprendre des choses sur la ville d'Avignon qui peuvent te servir pour la Martinique après, écoute, go, vas-y. Et puis finalement, je suis arrivée à Avignon. Mon premier semestre s'est quand même bien passé par rapport à ça. Là où ça a commencé à être plus compliqué, c'est parce que au deuxième semestre, on a eu une charge de travail qui était quand même assez... Enfin, on est quand même en master et c'est vrai qu'il y a des exigences assez importantes. Et il y a un moment où je me disais, ouh là là, je vais faire un burn-out. Et j'ai fait un mini burn-out, fait un Ok, petit début de ok, dépression. ok. Parce qu'en fait, il y avait toutes ces questions de ben, je suis loin de ma famille, je suis loin de mon île, j'en peux plus, il y a trop de travail, je suis fatiguée, est-ce que je vais trouver un stage et tout il y a un moment où j'en pouvais plus, quoi. J'en Ok. pouvais plus parce que je me dis, mais en fait, j'aime plus cette ville, j'en ai marre, il fait gris tout le temps, j'aime plus la France, il fait froid et tout. Et c'est vrai que c'est ça qui joue, en fait. Faut pas avoir peur de le dire, c'est ça qui joue. Parce qu'en fait, tu changes d'un milieu, tu changes de milieu, tu passes d'un milieu où ben voilà, tu as ta famille, tes amis, et puis il y a une température aussi qui, on va pas se mentir, un peu plus abordable. Ouais, qui joue, ouais. Et tu arrives en France, tu arrives dans le froid, et voilà. Bon, il n'y a pas que les mauvais côtés, mais il faut aussi dire ce qu'il y a, quoi. Je Ouais. pense que c'est ce qui arrive à l'ensemble des étudiants qui viennent des Antilles. Il y a beaucoup de changements et puis ça joue vraiment sur la personne. La petite anecdote, moi, Ouais. le jour où j'avais voyagé, tu vois, à 15h, je quitte Yaoundé, puisque moi je viens du Cameroun, il fait 34 degrés. Ah ouais. J'arrive sur Paris à, on va dire, 7h du matin. Il fait moins Il fait 1. froid, ouais. C'est Moins dur. 1, tu vois, tu C'est quittes très entre dur. 34 et moins 1 en presque une journée. Mm. C'est un changement brutal. Ouais. Ouais, je te comprends. Tu étais presque seul, mais comment tu as donc fait pour Rebondir. rebondir? J'ai eu la chance quand même à Avignon d'avoir des responsables pédagogiques qui étaient quand même à notre écoute. Parce qu'en fait, un jour en classe, je me suis effondrée. On m'a posé une simple question, hein. C'était, du coup, chez Liane, tu feras ton stage où cette année, dans quelle structure? Mais une question simple, quoi. Et comme j'avais pas encore trouvé de stage, j'ai répondu, bah, je sais pas. Et je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer. Et je me rendais pas compte que c'était un début de dépression, en fait. Mais c'était un début de dépression pas forcément de la ville en elle-même, hein. C'était pas le problème, mais en y réfléchissant, c'est un début de dépression parce que bah, ta famille, elle te manque et quand tu te retrouves dans une charge de travail, tu te dis à un moment donné, tu as envie de souffler, tu as envie de retourner chez toi, quoi, tu vois, parce que tu te dis, il y a le froid, il y a tous ces trucs-là et c'est très compliqué. Et du coup, j'en ai parlé avec mon professeur qui m'a dit, faites attention, vous êtes peut-être dans un passage d'un début de dépression. Et je suis allée voir un psy. J'en ai discuté avec mon psychologue et ça me faisait du bien aussi d'avoir quelqu'un sur qui échanger, enfin un professionnel qui vous écoute, tu vois. Et pour les étudiants, je pense que c'est très indispensable, surtout qu'on peut l'avoir gratuitement Ok. en fonction des situations. Et ça m'a aidé aussi un peu à me reconstruire pour continuer vraiment à me dire, enfin, écoute, tu es venu ici parce que tu es intéressé par ça, ne te décourage pas, vas-y, continue. Continue, tu peux y arriver et tu verras en fait ce qui se passera après. Et puis en fait, dans ma formation à Avignon, j'avais une formation qui s'intitulait Économie sociale et solidaire, que j'adorais. Et en fait, un jour comme ça, il y avait la présentation de la soutenance des M2 et mon professeur, on s'est rencontrés dans le couloir. Et il me dit, Madame Eloto, il y a les professeurs de Montpellier du Master ESS, je vous présente. Comme ça. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Mais moi, je savais absolument pas déjà que ce master, il existait. Déjà, ouais. Et finalement, donc, je vais à leur rencontre. Et, donc, c'était Delphine Valade et Cyril Ferraton que j'avais rencontrés à l'époque. Et, enfin, à l'époque, cette année. Cette année, l'été dernier, en juin, là.
et qui me disait: «Mais oui, venez, regardez notre maquette et tout, ce qu'on fait en ESS, si ça vous intéresse, enfin, n'hésitez pas à venir postuler, n'ayez pas peur, quoi». Et puis finalement, bah, j'étais très intéressée par ce qu'il faisait, surtout que je trouvais aussi le lien fort avec la politique de la ville. Mhm. Et puis finalement, je me suis dit: «Écoute, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre encore là. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas?» Et je pense que c'est beaucoup en lien avec cette idée de rebondissement et de courage. Mhm. C'est qu'à un moment donné, je me disais: «Chilienne, est-ce que tu continues en master 2 à Avignon?» C'est-à-dire que tu as déjà un master 1, ou alors tu as un master 1 à Avignon et tu fais un master 2 à Montpellier en économie sociale et solidaire. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'opportunité de, au lieu de faire un autre parcours Master 1 ESS à Montpellier, je Mhm. peux directement passer en Master 2. Et du coup, Ok, j'ai mes 2 années de Master, en ok, fait. ok, ok, ok. Et je me suis dit: «Oh là 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 là, si tu vas à Montpellier, finalement, t'aimes pas, ou finalement, si tu échoues, si tu n'y arrives pas et tout, Et ça va être on le la merde». rappelle bien, puisque Montpellier, ça a été ton premier choix. Exactement, ça a Ouais, été ouais, mon c'est ça, premier c'était choix. ton premier Je choix. me suis Donc, tu dit: «Tu vois, as une ouais, tu as une opportunité là opportunité, tu vois. d'aller à Montpellier Ah et ouais, de». Donc, je me suis dit: «Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire et tout?» Et je me suis dit: «Bon, écoute, postule. c'est passionnant. Si t'es prise, c'est t'es écrit. Si t'es pas prise, bah, c'est t'es écrit aussi, mais c'est pas grave. Si t'es pas prise, bah, tu continueras en Ah, bah, Master 2 à Avignon. mhm. Ou si t'es prise, bah, en fait, tu continueras en Master 2 en ESS à Montpellier. Et là, tu te spécialises». Oui, Je me dis, à un moment donné, il vaut mieux vivre de remords que de regrets. ok. C'est-à-dire que t'avais envie de le faire, fais-le. C'est une opportunité, c'est une occasion, parce que c'est une discipline que tu as découverte qui t'intéresse de fou. Mhm, Ce serait peut-être intéressant de faire un master là-dessus. mhm, Et finalement, ben, j'ai été acceptée. Je me suis dit, bon, allez, on y go. Et puis pendant les vacances, donc j'étais retournée en Martinique. mhm, J'ai travaillé pendant les vacances, je faisais des jobs d'été par-ci par-là. mhm, Et puis, ben, je me suis dit, ouh là là, mais pour intégrer le master à Montpellier, il faut un stage, il faut une alternance. Mais pas un stage en fin d'année, hein. mhm. Il faut un stage sur toute l'année. Toute l'année, Parce que ouais. nous, c'est alterné avec les cours. Ouais. Chez Liane, si tu n'as pas de stage, T'as pas de master. t'as pas de master. Parce qu'en fait, le mémoire, il est là-dessus, quoi. Ok. Donc, il y avait aussi cette inquiétude. Je me disais, ouh là là, si imagine que tu as fait le mauvais choix et tout, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas revenir à Avignon et dire finalement, il vous reste pas une place pour moi et tout, machin? Je me suis dit, bon, allez, 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 panique pas, dépose des demandes de stage. Et là où ça devient compliqué, c'est que il faut aussi le dire que nous, en tant que jeunes, quand on dépose des demandes de stage ou d'alternance, on est souvent confronté à la non-réponse des structures. Mhm, Non-réponse ou aussi rejet parce qu'il n'y a pas assez d'expérience, etc. Et ça peut être très décourageant pour un jeune qui veut faire des études. Des fois, tu peux être intéressé par quelque chose, mais il y a des contraintes souvent qui disent stage ou alternance. Mais c'est aussi parce qu'il faut aussi ce côté monde professionnel. mhm. Donc, je ne peux pas en vouloir au master de le mettre, mais il faut aussi dire cette réalité que c'est pas facile de trouver un stage, surtout le contexte dans lequel on est. Et Dieu merci, j'ai envie de dire que j'ai trouvé un Tu as stage trouvé un stage? avec Mine de Talent, donc Ouais. sur le laboratoire des communs, donc qui est en lien avec le département du Gard. Oh, trop bien. Et en fait, donc j'ai eu ce stage et puis j'ai commencé le master et jusqu'ici, ben, en fait, je ne suis pas déçue parce que au final, on fait beaucoup de choses dans ce master et je me suis dit, mais en fait, tu as fait le bon choix parce que tu aimes vraiment ce que tu fais Tu t'amuses bien. et tu adores ce que tu fais et tu apprends encore. Mm. Ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est d'apprendre, 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 d'apprendre Ouais. pour que si demain matin tu retournes en Martinique, et c'est ça l'enjeu, Mhm. que tu puisses dire, voilà, moi je veux faire ça, ce serait bien qu'on fasse ça, ça. Enfin, je ne suis pas non plus un dictateur, hein, mais Ouais, 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 ouais. je veux dire que si demain matin il y a un enjeu qui pourrait se présenter en Martinique sur l'une de ces thématiques, Tu pourrais répondre. travailler là-dessus avec les acteurs du territoire et dire, voilà, moi je connais ça, Mhm. j'ai appris ça, ce serait intéressant qu'on fasse ça et qu'on fasse ensemble en fait. Ok. Donc c'est tout l'enjeu. Ok. Ton parcours et ton histoire, hyper inspirant, Ouais. hyper fort. Et le mot qu'on pourra retenir, c'est courage. Et si un jeune est devant toi et actuellement traverse une longue période de doute, quel conseil tu pourrais donner à ce jeune qui est en train de douter? Alors, moi je dirais de ne pas avoir peur d'essayer, de toujours croire en ses rêves. En fait, que ta seule limite, c'est toi-même. Et personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et si tu as l'occasion
de sauter sur des opportunités qui se présentent à toi, que ce soit rencontrer des personnes ou encore te lancer dans des études, même si tu as peur, ou ne pas te lancer dans des études, parce qu'il n'y a pas que les études. Il faut aussi dire ça, c'est aussi une réalité. Mais peu importe ce que tu as envie de faire, n'aie pas peur, quoi. N'aie pas peur de faire ce que tu as envie de faire, ne t'arrête pas, ta limite, c'est toi-même. Et comme disait mon entraîneur, dans la vie, les obstacles, il ne faut pas les éviter, il faut les franchir. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Shut up, Chilia. Merci beaucoup.